Pour trouver l'origine de Frendo le clown, le visage le plus terrifiant dans La Nuit des clowns, il faut se pencher sur la sombre histoire de Kettle Springs dans le Missouri. Une ville autrefois prospère, connue pour l'usine de sirop de maïs, Bay-Pin, un bâtiment massif qui dominait la ville avec Frendo, leur mascotte clown colorée, peinte juste à côté. Haute de forme, grand sourire, couleurs, Frendo était censé représenter la prospérité, un symbole de travail acharné, de famille et de fierté d'une petite ville. Mais tout a changé lorsque l'usine Bay-Pin a explosé. L'économie de la ville s'est effondrée du jour au lendemain. Sans revenus stables et sans espoir, les anciens de Kettle Springs ont commencé à en vouloir aux jeunes, les rendant responsables de l'incendie qui a détruit l'usine. Ils pensaient que les enfants étaient devenus insouciants, imprudents et irrespectueux des traditions. Bientôt, le visage joyeux de Frendo n'était plus seulement un mascotte inoffensif. Il est devenu un masque. Un déguisement pour quelque chose de bien plus sinistre. Pour découvrir les secrets de Frendo le clown, ce qu'il représente vraiment et qui se cache derrière son masque, continuez à regarder pour découvrir toute l'histoire. Victoria Hill était en 4e. Aux États-Unis, c'est différent. Lorsqu'elle accompagne son frère Agnès, Cole, au réservoir. Cole et ses amis Janet, Matt, Ronnie, Tucker et Ginger tenaient une petite chaîne YouTube où ils filmaient des farces et des cascades pour le plaisir. Ce jour-là, il était censé filmer des images inoffensives, des boulets de canon, des saltos et peut-être quelques sauts d'auto douteux pour la caméra. Il devait être seul tous les 7. Mais quelqu'un du groupe avait invité la moitié du lycée. Pendant que la plupart des élèves de première sirotaient des bières sur la rive, Cole et son équipe se concentrent sur le tournage. À un moment, Jenny filmait Cole en train d'exciter la caméra, comme à son habitude, lorsqu'elle remarqua quelque chose du coin de l'œil. Victoria s'était frayé un chemin jusqu'à bord du réservoir. Le groupe reporta son attention sur la petite sœur de Cole, l'encourageant et l'incitant à sauter. Victoria maintenant est morte parce qu'elle a sauté. Et cela produit 1 an avant les événements principaux de notre histoire. Il faudra que vous vous souveniez, car à la fin, ce moment-là aura plus d'importance que vous ne le pensez. Un an après la mort de Victoria Hill, notre histoire commence. Queen Maybrook et son père Glenn viennent déménager à Kettle Springs dans le Missouri. La raison pour laquelle la mère de Queen, Savannah Maybrook, était morte d'une overdose à Philadelphie. C'était soudain, c'était dévastateur et aucun d'eux ne supportait de rester dans la même ville où chaque coin de rue, chaque visage familier et chaque souvenir leur rappelait sa mère. Alors ils ont pris tout leur bagage et ils ont parti. Queen comprit que c'était la bonne décision, du moins pour son père. Elle savait que s'il restait, Glenn Maybrook aurait pu faire une dépression nerveuse. Mais Queen n'était pas non plus ravie de déménager à Kettle Springs. Une petite ville perdue et sans rien à faire, ce n'était pas son idée du nouveau départ. Son père a trouvé la ville parce que le médecin local avait pris sa retraite, laissant un poste vacant qu'il pensait pouvoir combler. Lorsqu'ils arrivent dans leur nouvelle maison, elle était délabrée et à peine habitable. Pas vraiment l'accueil chaleureux dont Queen avait besoin pour s'installer. Mais le véritable enseignement de leur arrivée n'est pas la maison, mais l'emplacement. Leur nouvelle maison se trouve près de l'usine de sirop de maïs de Bay-Pin, le cœur de Kettle Springs jusqu'à son incendie. En montant voir sa chambre, Queen remarque quelque chose d'étrange par la fenêtre. Un champ de maïs s'attendait derrière la maison. Et, au-delà, les vestiges de l'ancienne usine. Sur le côté du bâtiment, un clown géant était peint. Couleurs vives, chapeau haut de forme, grand sourire. Au début, Queen n'y apprêta pas beaucoup d'attention. Juste un autre morceau de l'étrange histoire de cette petite ville. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce clown ami allait bientôt devenir le cauchemar de sa vie et de presque tous les adolescents de Kettle Springs. Lors dans son premier jour dans la paisible ville rurale de Kettle Springs, Queen Maybrook croise son voisin Rustin Vance. Bien que la plupart des gens le appellent simplement Rust, ils se rendent tous les deux à l'école lorsque Queen remarque la carcasse calcinée de l'usine de sirop de maïs de Bay-Pin. Curieuse, elle demande à Rust si c'est là que la ville fabriquait autrefois des costumes de clowns. Il rit. Non, pas des clowns,
du sirop de maïs. Le clown qu'elle a vu, Frendo, avec son sourire peint et son chapeau haut de forme, n'était que le mascotte. Et si l'incendie était récent, l'usine avait fermé avant même cela. À l'école, Quinn est plongée dans le chaos. Sa voisine de casier, Ginger, ne perd pas de temps à raconter les ragots du coin. Cole Hill, un adolescent streamer en direct, est le fils de l'ancien propriétaire de l'usine et accusé d'avoir incendié toute l'usine familiale. Et les choses ne font qu'empirer à partir de là. Quinn se retrouve dans la classe de Mr. Vaughn, un professeur qui méprise visiblement les élèves. Irrespectueux, indiscipliné, rebelle, il les voit tout comme la pourriture qui infecte Kettle Springs. Lorsque quelques élèves perturbent son cours, Quinn est mise dans le même sac. En guise de punition, ils sont tous interdits d'assister à la célébration du jour de Fondateurs. Le jour de Fondateurs est un événement important à Kettle Springs. Pas seulement par tradition, mais parce que cette année, quelqu'un de très important pourrait y assister. Arthur Hill, le père de Cole. Il est le seul homme capable de relancer financièrement la ville s'il est prêt à réinvestir et à réouvrir Pépin. Mais la tension est palpable. Lors de la réunion municipale précédant l'événement, le shérif Dunn exprime des doutes. Il affirme qu'Arthur ne s'intéresse plus à Kettle Springs à cause de ce que la ville lui a pris. Sa fille Victoria est morte, son usine a brûlé et il ne voit aucune raison de financer une ville envahie par, comme le dit le shérif Dunn, on se fiche éperdument de notre histoire et de notre patrimoine. Dans le livre écrit par Adam César, dans la page 87, il est écrit « Cette nouvelle génération, Dunn continuait à suer la tête et à sucer ses dents, il faut les rappeler à l'ordre. » Il semble que tous les membres du conseil partagent le même sentiment à l'égard de la jeune génération. Il était évident qu'ils ne voulaient pas que les jeunes gâchent cette journée si importante pour la ville. Une journée qui pourrait susciter l'intérêt d'Arthur Hill lui-même. Le défilé est censé être une tradition locale saine. Mais les choses tournaient mal. La farce jouée par les amis de Cole, Tucker, Ronnie, Janet et Matt tourne mal et provoque un carambolage de 3 voitures. Le shérif Dunn, déjà mafiante envers Cole en raison de l'incendie de l'usine, attribue immédiatement la responsabilité. Cela déclenchait une réunion municipale d'urgence qui ressemble moins à un devoir civique qu'à un sermon religieux. Dunn affirme que les explosifs du défilé ont été posés par un mineur et appelle à la délégation des citoyens, unissant les adultes au sein d'une milice pour rétablir l'ordre. Le maire Harlan Jeffers résiste d'abord, mais lorsqu'il tente de rejoindre le groupe de délégués, Dunn l'humilie en disant « On ne peut pas désigner des maires ». Plus tard ce soir-là, Harlan se dirige vers sa voiture. Laissez tomber ses clés dans la flaque d'eau à côté, il aperçoit un reflet Frendo. En s'en retournant, il est poignardé au cou avec un pic à glace. C'est le premier meurtre officiel de Frendo dans l'histoire. Pendant ce temps, Tucker est cloué au sol, ennuyé et frustré. Il vérifie les caméras de sécurité de sa maison et c'est alors qu'il le voit. Frendo se tient sur son porche. Tucker pense d'abord à une farce. Il ouvre la porte, il n'y a personne. Il vérifie donc l'arrière, mais il n'y a personne non plus. En entrant, il envoie un texte à ses amis, bien essayé, bande de cons. Mais lorsqu'il retourne, Frendo est dans la maison, debout, la tête penchée, silencieux. Tucker dit au clown d'arrêter, mais il ne répond pas. Puis il révèle qu'il tient un couteau. Tucker essaie de lui faire tomber des mains, pensant qu'il s'agit d'un faux, mais il se retrouve et il se fait couper. Et c'est là qu'il réalise que ce n'était pas une farce. Frendo se jette sur lui et le poignarde au ventre. Tucker, désespéré, riposte et essaye d'appeler la police avec son téléphone. Il réussit à toucher le clown à quelques reprises et à l'endommager un peu, lui permet de récupérer son téléphone, mais ses mains étaient couvertes de sang, ce qui rendait la composition difficile. Puis soudain, sa tête est tirée en arrière et un couteau lui tranche la gorge. Pendant la fête à la grange de Tillerson, Quinn, Cole, Janet, Matt et Ronnie se réunissent avec des dizaines d'autres adolescents pour s'amuser. Quinn y voit Rust, surpris de sa présence. Il était proche de Cole jusqu'à ce que le football le rende trop populaire. Cole taquine Rust sur son passe-temps de chasse. Mais bientôt, les talents de Rust deviendra la seule raison de la survie de quiconque. Cette nuit-là, alors que la musique retentit et que les champs de maïs oscillent, une silhouette masquée apparaît avec le visage de Frendo. Mais même pire encore, il est armé d'un arbalète
et n'hésite pas. Des flèches volant dans la foule, des cris éclatants, la fête bascule dans le chaos tandis que les adolescents se dispersent à travers le champ de maïs et pénétrant dans la grange. Janet est malheureusement touchée à l'épaule. Cole, Matt et Ronnie se mettant à couvert dans le silo tandis que Quinn et Janet s'enfuient dans le champ de maïs. Mais ils tombent sur Rust, qui a récupéré ses armes. Ils retirent rapidement la flèche de l'épaule de Janet et lui font un garrot pour arrêter le saignement. Alors qu'elle s'évanouit, il lui donne 2 choses. D'abord, un téléphone pour essayer d'appeler la police et une arme qui n'est pas chargée, car elle n'est pas complètement là. Russ lui a donné juste pour la mettre un peu plus en confiance. Russ s'arme de son fusil et donne un fusil de chasse à Quinn et il se prépare à riposter. De retour au massacre, Frendo a mis le feu à la grange, essayant de faire sortir les enfants pour qu'ils puissent lui tirer des flèches. Quand Quinn et Rust revient, Quinn parvient enfin à battre le tueur. Et lorsqu'elle le démasque, la première révélation est celle de Mr. Vern, le même professeur qui traitait les adolescents comme des parasites dans sa classe. Mais le chaos n'est pas terminé, car Mr. Vern n'est pas le seul tueur de Frendos. Janet, ensanglantée dans le champ de maïs, entend des voix. Elle pense que c'est la police qui vient à leur sauver. Cependant, à mesure qu'ils se rapprochent, elle réalise qu'il s'agit d'autres Frendos. Janet court avertir ses amis qu'il y a plus d'un tueur. À la page 227, on peut lire « Ce n'est pas une seule personne, poursuit Janet. C'est une vengeance. Il nous tue parce que... Broum, broum !» Le bruit d'un moteur couvre les paroles de Janet. Un autre clown surgit du champ de maïs, cette fois non pas avec une arbalète, mais avec une énorme scie circulaire inquiétante. À la poursuite de Janet. Finalement, le clown l'attrape et la décapité. Russ parvient à lui tirer dessus, mais il réalise alors qu'ils sont encerclés par encore plus de clowns. Rust et Quinn se regroupent alors avec les autres et se refugient dans le silo. Ils réalisent qu'ils sont piégés. Les tueurs de Frendo savent maintenant où ils sont et rester à l'intérieur signifie la mort. Ils sont à court d'options et pire encore à court de temps. C'est alors que Rust élabore un plan. Il décide de piéger le silo avec des explosifs dans l'intention de le faire exploser. L'explosion tuera les Frendos qui les entourent et surtout créer suffisamment de chaos pour les autres puissent échapper. À ce moment-là, cela ressemble beaucoup comme un sacrifice personnel. Russ dit aux autres de ramper à travers le silo à Granz et sur le tapis roulant à l'arrière. Ils hésitent tous, surtout Cole qui était un ami proche de Rust avant qu'ils ne se séparent. L'explosion se déclenche et les autres s'échappent. Mais voici la surprise, Rust n'est pas mort. Bien que le livre donne l'impression qu'il va se sacrifier, il parvient à survivre de justesse à l'explosion et revient plus tard dans le climax. Pendant ce temps, Glenn Maybrook, le père de Quinn, était kidnappé et contraint d'opérer une femme blessée qui s'appelle Trudy, alors qu'il était retenu captif par un autre homme déguisé en Frendo. Le grand clown finit par laisser Glenn Maybrook seul avec le patient. Glenn Maybrook décide de l'endormir de douleur afin de la stabiliser et de trouver une sortie. Il entend une série de bruits étranges venant d'en haut, ce qui lui fait penser qu'ils sont peut-être tous en train de partir. Il teste son théorie en posant des questions au micro suspendu qui lui parlait plus tôt. Il les insulte même à un moment, mais aucune réponse ne lui parvient, ce qui lui donne suffisamment confiance pour retirer le costume du clown de la patiente, s'en servir comme déguisement, attraper un instrument médical tranchant pour se défendre et sortir de là. Les autres adolescents parviennent sur la rue où ils croisent le shérif Dune. Dune accuse immédiatement Cole d'être à l'origine de toute cette histoire. Alors qu'il est enfermé à l'arrière de la voiture de police de Dune, Cole remarque des taches sombres sur la poitrine du shérif. Il réalise que Dune est blessé, non parce qu'en défendant la ville, mais en participant au massacre, et comprend que Dune collabore avec les tueurs de Frendo. Ronnie et Matt sont également impliqués dans le complot. Cole hurlait à plein poumon en frappant la vitre de la voiture, annonçant à Quinn que Dune est l'un d'eux, mais les 3 collaborateurs neutralisent Quinn. Matt et Ronnie sont chargés de tuer Quinn. Cependant, elle parvient à reprendre conscience et à s'échapper. Et dans un lent jeu de chat et de la souris, elle parvient à tuer Matt et Ronnie. Puis lorsque Cole est coincé à l'arrière de la voiture de Dune, Dune révèle qu'il ne s'agit pas de justice. Il s'agit de purification. Dune pense que toute cette génération est une génération corrompue, inutile, irrespectueuse, indignée de Kettle Springs.
Et son plan, les éradiquer, piéger les survivants, rétablir l'ordre par la force. Mais le plus choquant, c'est que le père de Cole, Arthur Hill, participe à l'orchestration du massacre. Pourquoi, me direz-vous? Parce qu'il accuse Cole. Il accuse Cole de la mort de sa fille. Il accuse Cole d'avoir incendié Lucine. Et il voit la régénération de son fils comme le début du déclin de Kettle Springs. Et maintenant, il veut terminer ce que Dune a commencé. L'affrontement final a lieu dans le lieu le plus symbolique possible. L'usine de sirop de maïs en ruine de Bay-Pin, où Frendo est né. Arthur et Dune prévoient de mettre en scène son suicide. Une insulte ultime et un dénouement parfait à leur plan tordu. Mais Queen débarque avec une arme. Elle affronte Arthur. Des coupes de feu éclatent dans le chaos. Dune jette Cole de plateforme suspendue, mais à la dernière seconde, Rost s'écrase avec son camion, sauvant Cole. Queen tue Dune lors de la fusillade et retrouve son père Glenn à Lucine qui s'est évadé de sa cellule. Cole et Rost partageant un moment de vérité tant attendu, un baiser. C'était un moment très choquant pour moi, car que je ne l'avais pas vu venir. Et ça arrive dans le film et dans le livre, et dans chaque scénario, j'ai pas aimé. C'était un peu bizarre. Arthur, cependant, s'échappe. 2 mois plus tard, Glenn Maybrook se présente à la mairie de Kettle Springs. Cole et Ross sont ouvertement ensemble, et dans un épilogue final, on découvre que Arthur Hill est toujours en vie, caché à Cuba, complétant son retour. Voilà mes amis, la histoire complète de Frendo de la Nuit des Clunes. L'histoire à laquelle je suis resté fidèle est celle du livre, car le film est légèrement différent. Et j'ai pensé personnellement que le livre est meilleur, mais ça veut pas dire que le film est entièrement mauvais. J'ai pensé que c'est une bonne adaptation et que c'est très amusant à regarder. Mais dans l'ensemble, le livre est vachement meilleur. Il y a des choses comme le début qui n'est pas aussi bien dans le film que dans le livre, mais en même temps, il y a des choses que j'aime mieux dans le film. Par exemple, la scène où Glenn Maybrook opère le blessé. Dans le film, il crée intelligemment un scénario où il a besoin de l'aide de l'autre homme, puis utilise le couteau pour le poignarder au cou. Pour moi, cela montre bien mieux Glenn Maybrook comme un caractère intelligent et réactif. Que dans le livre, il est en train d'écouter le micro suspendu qu'il avait parlé bientôt et maintenant il est en train de plus parler, alors il pense qu'il n'y a personne et littéralement ils sortent de la chambre. C'est pas aussi intéressant pour moi. Mais j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laisse-moi savoir dans les commentaires si vous avez vu le film La Nuit des Clunes, si vous connaissez Frendo. Et si ça vous intéresse lire le livre, j'adore, c'est très court et c'est facile à lire. Et en plus, ils en ont 3. Mais n'hésite pas de donner cette vidéo un like, abonnez-vous pour les prochaines vidéos et je vous vois dans la prochaine fois. Ciao!